La victoire est à vous, sire. Comment s'appelle ce château? On l'appelle Azincourt. Alors ce sera la bataille d'Azincourt. « 2000 ans d'histoire. Ce fut la bataille la plus meurtrière de la guerre de 100 ans. Le 25 octobre 1415, jour de la Saint-Crépin, la fine fleur de la chevalerie française, des princes de sang, 7 ducs, 12 comtes et des centaines de seigneurs, était massacrée par les Anglais dans une petite plaine de l'Artois, tout près du village d'Azincourt. Un désastre pour la France, déjà affaiblie par la folie de son roi, Charles VI, et par la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. La bataille d'Azincourt fut en revanche une immense victoire pour un jeune roi anglais de 28 ans, Henri V, qui quelques mois plus tôt avait débarqué en Normandie pour réaliser le rêve de ses prédécesseurs depuis le début de la guerre de 100 ans, placer sur sa tête les couronnes d'Angleterre et de France. Puis-je, en droit et en conscience, prétendre au royaume de France? Défendez votre dû, déployez votre bannière sanglante. Vos frères, les rois et les monarques de la terre, s'attendent tous à vous voir vous dresser, Majesté, comme jadis les lions de votre sang. Maintenant, nous sommes résolus, et avec l'aide de Dieu et la vôtre, noble muscle de notre puissance, la France étant à nous, nous la plierons à notre autorité. Ou la mettrons en pièces. Gaiement en mer, hissez les bannières de la guerre. Je ne suis plus roi d'Angleterre si je ne suis roi de France. Dominique Paladis, bonjour. Bonjour. Alors, c'était le roi d'Angleterre s'apprêtant à débarquer en France quelques mois avant la célèbre bataille d'Azincourt, une bataille à laquelle vous avez consacré un livre publié chez Perrin, et une bataille dont l'enjeu, depuis d'ailleurs le début de la guerre de 100 ans, c'est la couronne de France, on vient de l'entendre. Qu'est-ce qui fait qu'à cette époque, les rois d'Angleterre pouvaient prétendre être rois de France? Eh bien, ça remonte à peu près à l'époque d'Édouard III, quand Philippe le Bel, ça remonte exactement à Philippe le Bel, qui avait 3 fils. Le premier fils, jusque-là, la succession de France était faite uniquement par les mâles. Il n'y avait jamais eu de problème. Et puis, le premier fils de Philippe le Bel, Louis X, n'ayant eu que des filles, on s'est dit, alors, est-ce que, suivant la loi féodale, ça va passer à la fille, ou au contraire, ça va passer au second fils? Et là, le royaume, le parlement, etc., a décidé que c'était trop dangereux de donner le royaume à une fille qui se marierait avec qui on n'en savait rien, un autre roi qui pouvait tout changer. Et là, on a décidé d'appliquer ce qu'on a appelé la loi salique, qu'on avait ressortie de choses fort lointaines, qui donnait la couronne à l'aîné des mâles. Donc, à Philippe, qui est devenu Philippe V. Ça s'est continué avec Philippe V n'ayant eu que des filles, c'est passé à son autre frère Charles IV, qui lui aussi n'ayant eu que des filles. Alors là, c'est posé de nouveau le problème, et c'est passé à leur cousin Philippe VI, qui était Philippe VI de Valois. Alors que les Anglais, refusant précisément la loi salique, disent c'est notre roi. C'est notre roi, parce que Édouard III. Parce que Édouard III était le fils de la fille de Philippe le Bel, donc il pouvait prétendre à ça. Seulement, c'était un faux argument, parce qu'à ce moment-là, si on avait fait la descendance par les femmes, c'était pas lui, mais la fille de Louis X, le Hutin, qui était Jeanne de Navarre. C'est un petit peu compliqué, tout ça. Mais... Ah oui, il faut savoir un petit peu que ça n'aurait pas été lui, ça aurait été une autre, ça aurait été une fille de Jeanne de Navarre. Enfin, c'était un prétexte, parce que ce qu'il voulait, c'était surtout la couronne de France et aussi rétablir le grand empire qui avait eu lieu du temps de Henri II. Alors ça, c'est le début de la guerre de 100 ans, c'est en 1328, c'est presque un siècle avant la bataille d'Azincourt dont nous allons parler. Début de la guerre de 100 ans, qui est une guerre qui a été interrompue, on le sait, par de très nombreuses trêves. Et alors qui reprend donc avec
avec Henri V, on vient d'entendre la voix, enfin c'est la voix de Depardieu, avec Henri V, roi d'Angleterre donc, et qui en 1415 décide de débarquer en France. Là, il faut rappeler qu'il profite quand même d'une faiblesse du royaume de France. Oui. Premièrement, le roi Charles VI est fou, par intermittence. Oui. Deuxièmement, il y a une guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Guerre civile déclenchée au moment par Jean sans peur, qui en assassinant Louis d'Orléans, le frère de Charles VI. Alors guerre civile, un roi à moitié fou, Charles VI, et Henri V débarque donc en août 1415, et il s'attaque à une ville qui est tout près du Havre, enfin qui est même dans la banlieue du Havre, qui est Harfleur. Première bataille donc qui précède de quelques semaines Azincourt, en août-septembre. Ça a été un très long siège. Harfleur a résisté aux Anglais. Le siège était très bien défendu. Ça a duré un siège qui a duré plus d'1 mois. Et justement, au cours de ce siège, l'armée anglaise a beaucoup souffert. Elle avait amené un ravitaillement assez important en Angleterre, mais qui s'est gâté avec l'air marin et tout ça. Donc, ils ont mangé des produits qui n'étaient pas frais. Ça a déclenché des dysenteries terribles dans son armée. Et de nombreuses personnes sont mortes, dont même des gens de son entourage. Alors oui, effectivement, il y avait dysenterie. Et Harfleur, donc Henri V et ses Anglais s'emparent de Harfleur, mais aussitôt, Henri V est tellement épuisé, son armée est tellement épuisée, qu'il décide de rentrer en Angleterre. Ce qui est extraordinaire, c'est que si on l'avait laissé faire, la bataille d'Azincourt n'aurait pas eu lieu. Ah, absolument. Oui, lui, il était prêt à rentrer le plus rapidement possible en Angleterre. Mais alors la France, qui n'avait rien fait pendant le siège d'Harfleur, qui aurait pu intervenir, mais qui ne l'a pas fait parce que justement c'était trop lent pour mobiliser tout le monde se décidait très lentement. Alors, lui est parti, mais pendant ce temps-là, la mobilisation se faisait. Et quand il voulait passer, pour aller au plus court, il a voulu traverser la Somme presque à son embouchure, où était passé d'ailleurs son ancêtre, Édouard III, peu de temps avant la bataille de Crécy. Et puis il est tombé sur une résistance française, il va longer la Somme. Qui barrait le passage. Alors il a cherché un passage de plus en plus loin. Il a été obligé de faire un très grand détour par le sud pour arriver à passer. Il est arrivé à passer à travers les lignes françaises, mais il a été finalement rejoint du côté d'Azincourt. Enfin, quelques jours avant, en tout cas c'est pendant cette espèce de déroute que vous appelez même une fuite, que le roi de France, donc Charles VI, décide de porter son armée contre le roi d'Angleterre Henri V. C'était le 20 octobre 1415, une décision lourde de conséquences, 5 jours avant la bataille d'Azincourt. Il est certain qu'il a dépassé les rives de la Somme. Si nous ne pouvons point le combattre, monseigneur, renonçons à vivre en France. Des Normands. Des bâtards de Normands. Oh, pour l'honneur de notre pays. Sur la foi et l'honneur, nos femmes se moquent de nous et affirment tout net que notre malvigueur est en berne. Debout, prince. Et armés d'un sens de l'honneur plus tranchant que la plus effilée de vos épées, courez au combat. Barrez la route à l'anglais, qui parcourt notre terre avec des bannières teintées dans le sang d'Harfleur. Fondez sur lui et ses hommes, vos troupes sont suffisantes. Maintenant, seigneur connétable, et vous, prince, en route. Et de l'anglais bientôt annoncé la déroute. C'était un autre extrait du film de Kenneth Branagh, Henri V, d'après Shakespeare, Dominique Paladis. C'est insensé parce que cette confiance qu'ont les Français en eux, qu'ils vont vaincre les Anglais, et ce sera un désastre, ce sera le désastre d'Azincourt. Si cette décision n'avait pas été prise, donc, il n'y aurait pas eu de défaite d'Azincourt, il n'y aurait pas eu de bataille. C'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation en général, si on peut dire. Pour une fois, les hostilités entre Bourguignons et Armagnac s'étaient pratiquement tues. D'ailleurs, malgré les consignes données par le duc de Bourgogne, qui s'était fâché de nouveau, qui avait dit qu'il ne faut surtout pas participer à cette chose-là, et malgré ça, presque tous ces partisans sont venus se joindre à l'armée française pour faire une espèce d'armée nationale, si on peut dire, la première fois peut-être, pour aller combattre l'anglais en disant on va les écraser une bonne fois, parce que alors, comme ils étaient très nombreux, ils se sont dit on va y arriver. Une armée très supérieure en nombre, hein, dites-vous, Dominique Paladis. Oui, c'est quand même. Quels étaient les effectifs respectifs des Anglais et des Français? Approximativement, parce que tout ça c'est très, très variable suivant les. On ne pouvait pas compter à l'époque comme on compte maintenant. Alors, on peut dire que du côté français, il y avait à peu près 9000 personnes de la chevalerie et 15 000 d'hommes de trait, d'archers, d'arquebusiers. Tandis que du côté anglais, ils avaient 1000 hommes
d'armes et environ 5000 hommes de trait archers. 1 contre 2, quoi. À peu près 1 contre 2. Seulement l'armée anglaise était, si je peux dire, très supérieure, du fait qu'en dehors de la chevalerie, les hommes de trait, enfin les archers, étaient une armée vraiment constituée. C'était d'abord, ils étaient tous anglais, ils s'étaient entraînés régulièrement et Henri V avait veillé à ce que ce soit une armée vraiment formée, alors qu'en face, en dehors de la chevalerie, c'était des mercenaires. Et puis alors une armée anglaise qui a un chef, c'est le roi lui-même, Henri V, alors que de son côté, Charles VI, le roi de France, ne participe pas à la bataille. Non, parce que justement, en souvenir de la fameuse bataille de Poitiers, où Jean le Bon s'était fait prendre, avec on se dit on ne va pas risquer une seconde fois que le roi se fasse prendre, ni même le dauphin, parce que ça aurait été encore payé des rançons épouvantables et tout ça. Alors du côté français, en revanche, c'est un peu la pagaille, parce que comme le roi n'est pas là, on se dispute, enfin, les chefs français, les chevaliers français, les princes, les ducs se disputent le commandement. Il y avait le connétable Charles d'Albret, il y avait le maréchal Boucicaut qui était le commandant en chef, il y avait le frère du roi, Charles VI, il y avait Charles d'Orléans. Charles d'Orléans, oui, non, c'était pas son frère, c'était son neveu. Son neveu, oui. Et puis alors, donc, du côté français, beaucoup de soldats, beaucoup plus nombreux, qui se retrouvent en face de l'armée anglaise, donc à Azincourt, le matin du 25 octobre 1415, juste avant la bataille. On écoute justement Henri V. C'est un des plus beaux passages de la pièce de Shakespeare, adaptée par Kenneth Branagh avec la voix de Gérard Depardieu. Donc Henri V, s'adressant à ses soldats quelques instants avant la bataille d'Azincourt. C'est aujourd'hui la fête de la Saint-Crépin. Celui qui survivra à ce jour et rentrera sain et sauf chez lui, se dressera sur la pointe des pieds quand on citera ce jour. Il se grandira au seul nom de Crépin. Alors, nos noms, familiers dans sa bouche comme des noms de tous les jours, Harry le roi, Bedford, Exeter, Warwick et Talbot, Salisbury et Gloucester, seront au milieu de leur libation célébrée à nouveau cette histoire. L'homme de bien la contera à son fils, et la Saint-Crépin ne reviendra jamais à compter de ce jour, jusqu'à la fin du monde, sans que de chacun de nous l'on se souvienne. Cette poignée, cette heureuse poignée d'hommes, cette bande de frères, car quiconque aujourd'hui verse avec moi son sang sera mon frère. Si humble qu'il soit ce jour, anoblira sa condition. Et les gentilshommes anglais aujourd'hui dans leur lit se tiendront pour maudits de ne pas s'être trouvés ici et compteront leur bravoure pour rien, tandis que parleront ceux qui se sont battus avec nous en ce jour de la Saint-Crépin. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, la bataille d'Azincourt. Et c'était, vous l'avez reconnu, Dominique Paladis, la voix de Depardieu dans ce passage du Henri V de Shakespeare, juste avant la bataille d'Azincourt. Je ne sais pas si c'est authentique, Shakespeare a écrit bien après la bataille d'Azincourt. Mais si, il a fait quand même, il a harangué plusieurs fois ces hommes, pas dans ces termes-là, sur d'une autre façon dont ont rapporté les chroniqueurs, qui est aussi assez belle d'ailleurs, très en invoquant Dieu, etc., son droit. On a envie de gagner, là. Comment on a envie de gagner. Il les galvanise. Oui, il les galvanise, absolument. Vous êtes mes frères, enfin, c'est un roi qui parle comme ça à ses soldats. Ça fait penser un peu aussi à ce que je disais à Nelson avant la bataille de Trafalgar. J'espère que tous les Anglais penseront à la victoire. Alors à Azincourt, cette bataille commence à 11h du matin, le 25 octobre 1415. Elle va durer à peu près 5 heures. C'était vraiment... tout le monde voulait être en première ligne, du côté anglais comme du côté français. Oui, c'est surtout du côté français, parce que je vous dis, comme vous disiez, ils avaient tous le sentiment d'aller à la victoire. Ils allaient écraser les Anglais. Étant donné leur nombre, que finalement, ils voulaient tous être devant. Mais alors, ils ont fait une erreur très considérable, c'est que l'endroit d'Azincourt où ils se sont battus est situé entre deux bocteaux qui rétrécissent considérablement la plaine. Alors, eux étant très nombreux, quand ils sont rentrés dans cette espèce de goulet, ils sont resserrés les uns contre les autres et ils ne pouvaient à peine plus se battre tellement ils étaient... Oui, je parle des Français, qui étaient serrés les uns contre les autres. Ce qui était une très mauvaise chose, ce qui était contraire à... Alors au contraire, s'ils avaient été déployés dans la plaine un peu plus bas, ils auraient pu entourer les Anglais. Puis ils étaient dans leurs armures, dans la boue, le terrain était boueux. Il avait plu toute la nuit, tout ça, le terrain était complètement détrempé, et surtout qu'ils étaient donc
on y pense souvent peu, on pense qu'ils étaient à cheval. Non, ils étaient à pied. Tout le monde s'est battu à pied. Et ils sont tombés, enfin ils ont dû descendre de leurs chevaux, je ne sais pas. Ah ben ils avaient laissé les chevaux à l'arrière, et ils s'étaient rangés, on se battait souvent à pied à cette époque-là. Les Anglais aussi étaient à pied. Ils avaient en face d'eux, c'était des chevaliers en armure, ils avaient en face d'eux les archers. Vous nous avez dit tout à l'heure, Dominique Paladis, que la majeure partie des soldats anglais, c'était des archers. Et c'est un rôle déterminant, comme autrefois, comme avant eux à Crécy, les archers vont décimer la chevalerie française. Absolument, oui. Parce que les archers anglais avaient cette double avantage, si on peut dire, c'est qu'ils avaient un arc formidable, qui tirait des traits très rapidement et très 2 mètres de long, dites-vous là. Oui. Mais en plus de ça, c'est-à-dire que quand ils avaient fini de tirer avec les arcs, parce qu'ils étaient trop près, une fois qu'on était encore à corps, ils ne pouvaient plus tirer, à ce moment-là, ils avaient tous des épées, des masses, et notamment les chroniqueurs par une espèce de masse en plomb, qui était nouvelle, avec laquelle ils assommaient les gens. Alors comme ils étaient, en plus de ça, vêtus, eux, relativement légèrement, ils pouvaient se circuler et se mouvoir beaucoup plus rapidement. Et alors, la grande faute aussi, ce qui a déterminé la grande débâcle, c'est que les Français avaient prévu, en dehors de la grande masse d'armes qui était au milieu, sur les ailes, ils avaient mis des cavaliers qui étaient chargés d'aller déloger les archers. Or, le terrain étant tellement lourd à cause de la boue que les chevaux n'avançaient pas là-dedans et au contraire se sont fait tirer comme des lapins, si je puis dire, par les archers. Alors les chevaux affolés sont partis dans tous les sens et notamment en plein milieu de l'armée française, flanquant les hommes d'armes par terre qui étaient, comme ils étaient très lourds, ils pouvaient se mouvoir difficilement, ils tombaient comme des quilles, un peu les uns sur les autres. Et c'est à ce moment-là que les archers se sont infiltrés au milieu de tout ça. Ils sont mis à massacrer les archers anglais avec au milieu d'eux le roi d'Angleterre en 1505. Vous connaissez bien vos postes. Dieu soit avec vous tous. Voyez, tous nos rangs sont enfoncés. Humiliation abominable. Honte sur nous, éternellement. Nous sommes encore assez de vivants sur le champ de bataille pour étouffer les Anglais si quelque ordre peut être rétabli. Au diable l'ordre à présent. Je cours à la mêlée, et que la vie soit courte, car je préfère la mort à la honte. Un extrait encore de Shakespeare, la bataille d'Azincourt, donc vue par Shakespeare, mais c'est un carnage, cette bataille d'Azincourt, on va en reparler avec vous, Dominique Paladis, qui a aussi impressionné tous les chroniqueurs de l'époque. La revue de texte de Stéphanie Duncan. Au Dillon 1415, le 25 d'octobre, rapporte une chronique. Le comté de Saint-Paul endura la plus sanglante journée qu'ils se puissent rencontrer. Ce fut entre Russauville, Azincourt et Blangy. Alors, cette bataille d'Azincourt, en effet, a passionné les chroniqueurs de l'époque, qui la racontent avec moult détails, comme il se doit. Tous conviennent qu'avant la bataille, les Français étaient trop sûrs d'eux. En arrivant à Azincourt, en orgueil et à grand bebanche, les Français tenaient pour certains, vu le grand nombre qu'ils étaient, que les Anglais ne pourraient échapper à leurs mains, écrit Enguerrand de Montrelais. Les Français estoient bien 6 fois autant que les Anglois. Alors ces François donc sont si sûrs de gagner que, rapporte le moine de Saint-Denis, chacun des chefs revendiqua pour lui l'honneur de conduire l'avant-garde. Les jeunes gens n'écoutaient que leur bouillante ardeur et croyaient que pour remporter la victoire, il ne fallait qu'une charge exécutée avec promptitude et hardiesse. Ils ne voulurent mener avec eux nul de leurs valets pour ce que, entre eux, gentilshommes, voulaient avoir l'honneur de la bataille. Mais hélas, c'est sans compter avec les fameux archers anglais. Les Anglois, qui sont la fine fleur des archers du monde, commencèrent à braire, à crier et à huer par 3 fois. Ils commencèrent à marcher et à tirer à la volée sur les François. Alors là, commencèrent à choir hommes d'armes sans nombre pour les traits que leurs chevaux ne pouvaient plus endurer.
Alors, les Anglais frappent alors sur les Français avec des épées ou des haches. Semblait que ce fussent enclumes sur quoi ils frappassent et les découpent comme des moutons. Pris de panique, l'arrière-garde s'enfuit, on les comprend, sauf quelques-uns. Le comte d'Aumale et le comte de Fauquemberg, avec 600 hommes qu'ils avaient retenus à grand-peine, allèrent férir très vaillamment dedans les Anglois. Mais rien n'y valut, car tantôt furent tous morts ou pris. Après la bataille, c'est le carnage encore, on achève les grands blessés en leur labourant le visage. Découpèrent tous les morts et les vivants en leur visage, afin qu'on ne les reconnût point. On enlève aux morts leur armure et leurs vêtements. Ils désarmèrent les morts et les laissèrent nus sur le champ de bataille, comme ils étaient sortis du ventre de leur mère. Et Henri V ordonne même qu'on tue les prisonniers. De sang-froid, rapporte le seigneur de Saint-Rémy, toute cette noblesse française fut là tuée et découpée tête et visage. C'est fou la violence de ce carnage. Là, dans votre livre, Dominique Paladis, La bataille d'Azincourt, effectivement, vous en parlez, c'est effrayant. Affreux, oui, surtout que, comme on dit, les blessés, étaient tous achevés, sauf si on disait que c'était des grands seigneurs dont on pourrait tirer de l'argent. C'est Henri V qui a donné l'ordre de les achever. Ah oui, oui. Et pourquoi ? On n'emmenait pas les prisonniers, et hop. Ah mais si, justement, parce que vous dites que certains Anglais étaient furieux, parce que les prisonniers, il ne faut pas oublier, à cette époque, dans la guerre de 100 ans, c'est une rançon. Quand on fait un prisonnier, on le délivre moyennant une rançon. Il faut que le prisonnier soit d'un certain rang, qu'on puisse en tirer suffisamment d'argent pour pouvoir le monnayer, si je peux dire. Est-ce qu'on peut savoir combien de morts il y a eu à Azincourt ? Parce que les chiffres que vous donnez sont vraiment impressionnants pour l'époque. Environ 5000. Oui. Du côté français. Du côté français. Et du côté anglais, il y en aurait eu 500. Chiffre qui est plus valable, parce que ça, on pouvait compter 500 hommes, tandis que le reste, on peut plus difficilement compter, plus un oncle du roi, le duc d'York, et un parent, le duc d'Oxford. Le comte d'Oxford. Mais alors, du côté français, c'est toute la fine fleur de la chevalerie française. Toutes les familles de France, dites-vous, ont été touchées par ça, parce qu'ils tous les seigneurs de France, pratiquement, surtout dans le Nord, étaient venus à Azincourt. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des familles complètement décimées, parce qu'on voit, non seulement il y a le père, mais il y a les enfants, quelquefois le seigneur de Rambure, qui était chef des arbalétriers, a été tué avec ses 3 fils. Et dans presque toutes les familles, avec des frères aussi. On voit ça dans la liste des que vous donnez à la fin. Oui. Alors, il y a aussi dans la liste, il y en a qui n'y sont pas, parce qu'il y a justement les prisonniers qui pouvaient rapporter beaucoup d'argent, qui étaient des prisonniers de renom, et alors qui sont restés, ça on l'oublie toujours, l'après-bataille d'Azincourt, qui sont restés prisonniers pendant des années. Le duc de Bourbon, dites-vous, meurt en Angleterre après 19 ans de prison, Charles d'Artois, 23 ans, et Charles d'Orléans, donc le frère de Charles VI, 25 ans en prison dans la tour de Londres. Le neveu de Charles VI, pardon. À chaque fois, je dis que c'est le frère. Hein, c'est fou, ça. Oui, 25 ans. Mais alors, Charles d'Orléans, pour les Anglais, c'était un espèce d'atout. Parce surtout lui qui voulait régner. Parce que si Charles VI, pardon, moi aussi je me trompe. Charles VI mourait sans descendance, ce qui était impossible, puisque le premier dauphin était mort assez rapidement, le second était mort peu de temps après, il ne restait plus que le futur Charles VII, mais qui pouvait mourir on ne sait pas s'il allait vivre. Donc, suivant la loi, ça serait passé aux Orléans. Alors justement, c'est exactement ce que voulait, c'était tout l'enjeu de la bataille, de toute la guerre de 100 ans, ce que voulait Henri V, et il va l'obtenir en réalité, d'avoir la couronne de France, puisque on signe 5 ans après la bataille d'Azincourt, et à cause d'elle, on signe les Français, Charles VI et sa femme, surtout Isabeau de Bavière, vous n'en parlez pas, vous êtes assez gentil avec elle, mais c'est elle quand même qui, par le traité de Troyes, décide de proclamer la déchéance de son propre fils, le futur Charles VII. Tout ça à cause du duc de Bourgogne, Jean sans peur, qui avait plus ou moins traité avec les Anglais après la bataille d'Azincourt pour lui obtenir le gouvernement, ce qu'il avait obtenu. Et alors, très habilement, Jean sans peur avait voulu mettre dans sa poche, si on peut dire, Isabeau de Bavière, en lui faisant miroiter que ce serait elle qui gouvernerait à la place de Charles VI, pratiquement. En fait, c'était pas ça. Mais alors, après l'assassinat de Jean sans peur, on a pris ce prétexte pour dire on va éliminer le dauphin, tout moins c'est Henri V qui l'a exigé, pour l'écarter, on peut l'écarter que comme ça, qu'en disant il a fait assassiner le donc
faut le... Enfin bref, il y a le traité de Troyes donc en 1420 qui décide que lorsque Charles VI, le roi fou, sera mort, ce sera Henri V qui va lui succéder. Et coup de peau, si je puis dire, Dominique Paladis, en fait, Henri V va mourir juste avant Charles VI en 1422. Quelques mois avant. Et c'est comme ça que la couronne de France est restée en France. Enfin, c'est comme ça. Charles VII, celui dont on avait proclamé la déchéance, va être remonté, si je puis dire, par Jeanne d'Arc. Et finalement, cette bataille d'Azincourt, elle a été désastreuse sur le plan militaire, mais sur le plan politique, tout n'a pas été compromis grâce à Jeanne d'Arc qui viendra juste après. Oui, on peut dire que tous les vaincus d'Azincourt vont se réhabiliter après dans l'œuvre de Jeanne d'Arc. On va retrouver justement les Gascons qui s'étaient fait battre, les descendants des tués comme le descendant du duc d'Alençon, etc., qui vont reprendre le combat et qui vont... Ce qu'il y a de bien dans votre livre, Dominique Paladis, c'est que vous commencez par la description du site d'Azincourt. Vous êtes allé à Azincourt et vous dites que 6 siècles après, cette bataille est encore présente. Absolument, ça n'a pas bougé, on peut dire. C'est ça qui est extraordinaire. La plupart des champs de bataille en général, surtout de ces époques-là, comme dans le Nord où il ne reste plus rien, c'est des maisons partout. Là, ça n'a pratiquement bougé. On voit exactement les bocteaux de chaque côté, Azincourt, le petit village Azincourt qui n'a presque pas changé. Tramcourt de l'autre, et puis cette grande plaine où il y a toujours les labours, toujours où il passe quelques voitures, mais une fois de temps en temps. C'est pratiquement un endroit unique, si on peut dire. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ce que vous rappelez, c'est que 5 siècles après Azincourt, il y a eu au même endroit une bataille pendant la guerre de 14-18 dans laquelle on a retrouvé les Anglais et les Français côte à côte. Il y a même eu une petite cérémonie à cette occasion. Merci Dominique Paladis de nous avoir rappelé donc cette bataille d'Azincourt, ce que vous faites aussi dans un livre qui vient d'être publié aux éditions Perrin, La bataille d'Azincourt. Donc vous avez pu entendre des extraits du film Henri V, de et avec Kenneth Branagh et avec la voix de Gérard Depardieu dans la version française, disponible en cassette vidéo chez Renaissance Film. Vous pouvez retrouver ces renseignements en téléphonant au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Philippe Duclos, Sandrine Laurent, Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.